C'est à vous. Merci Jean-Baptiste. Et à demain. Passez une bonne journée. Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté. Comme son nom l'indique, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Chaque année, c'est la même baffe. À partir d'aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. En tenant compte des écarts de salaire à 11h30 précise, les Françaises cessent d'être payées. Pas parce qu'elles ont décidé de faire grève, non. Mais parce qu'en France, à salaire égal, elles gagnent encore plus de 14% de moins que les hommes. Ce chiffre, l'économiste Rebecca Amsalem l'a simplement converti en jour ouvré et ça donne près de 7 semaines de travail gratuit chaque année, du 10 novembre à 11h31 donc, jusqu'au 31 décembre. Le travail des femmes est alors offert par la maison. C'est pour nous les gars. Le plus ironique, c'est que l'écart se creuse dans les secteurs dits mixtes. Plus 24% dans l'hôtellerie-restauration, plus 17% dans le commerce. Bref, partout on vous dit que l'égalité a fait des progrès. Les chiffres racontent une autre histoire. Alors on crée des labels, des chartes, des hashtags, des journées mondiales. Mais pendant ce temps-là, le plafond de verre est devenu une ligne sur la fiche de paye. L'égalité, cette belle promesse non tenue à 1 minute près. Ça n'arrive pas en France. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la double dose. Bonjour, cher Nicolas. J'ai presque envie de me ruer sur vous et de vous embrasser. Vous êtes tellement l'entrée en matière. De rester avec nous. L'entrée en matière. C'est ce qui s'appelle, oui, une entrée en matière. Emmanuel Ducrot, bonjour. Vous êtes éditorialiste économie à l'opinion. Guillaume Audat, bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes grand reporter, chroniqueur. Et bonjour Christophe Barbier. Bonjour Anaïs. Christophe Barbier. Alors, c'est une première dans l'histoire. Jean-Baptiste Boursier vient de le rappeler, de la Ve République, un ancien président en prison. Ça, on finira par le savoir. Il a été condamné fin septembre à 5 ans de détention pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy, dans le cadre du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Incarcéré à la santé le 21 octobre dernier. Capucine Diaz et Camille Courtin, vous êtes à la Cour d'appel de Paris parce que ce matin, les juges examinent sa demande de remise en liberté. Oui, tout à fait. L'audience doit commencer à 9h30 ici à la Cour d'appel de Paris. Vous le voyez, les journalistes sont actuellement en train de rentrer dans la salle. Ses avocats plaideront sa cause. Nicolas Sarkozy peut intervenir également s'il le souhaite depuis sa cellule en visioconférence. Pendant l'audience, le juge décidera si Nicolas Sarkozy peut rentrer chez lui ou non en attendant son procès en appel en mars prochain. Et là, plusieurs options sont envisageables. Déjà concernant le rendu de la décision. C'est très probable qu'il ait lieu dans la journée, mais il peut également avoir lieu mercredi, demain étant un jour férié. Et puis concernant la décision en elle-même, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté de manière pure et simple, ou bien remis en liberté avec des obligations, comme par exemple le port d'un bracelet électronique. Merci beaucoup Capucine Diaz. Christophe Barbier, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette journée? Ça va encore être les grandes effusions ou... D'abord, c'est peut-être un peu plus technique que lors d'un procès sur le fond. Oui. Là, on est dans un mini-procès qui va vérifier les conditions dans lesquelles se comporterait Nicolas Sarkozy s'il était remis en liberté. Est-ce qu'il peut fuir? Est-ce qu'il peut faire pression sur les témoins? Est-ce qu'il peut se concerter avec les co-auteurs de l'infraction qui lui est reprochée? S'il sort, est-ce qu'il a un domicile? Est-ce qu'il donne des garanties de représentation? C'est-à-dire, est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il va vivre quelque part dans un endroit identifié, etc. Honnêtement, quand on regarde toutes ces cases, il n'y a aucune raison de ne pas le libérer. Il n'y a aucune raison technique, d'autant qu'en le libérant, la justice ne dit pas « il est innocent ». Là, il y aura le procès en appel pour juger sur le fond. Donc on voit mal comment, aujourd'hui, la justice pourrait dire « il reste en détention ». Attention, Alexandre Djouri, dans la même affaire, il y a quelques jours, est resté en détention. Parce que les garanties sur son domicile, le bail était jugé incertain par la justice. Puis il a un pédigré légèrement différent. Attention aussi pour Nicolas Sarkozy, on peut lui demander une caution. On peut lui demander beaucoup d'argent pour garantir... c'est comme dans les séries américaines, oui, en fait. Avec moins de zéro, quand même. C'est un peu plus milliards. encadré, c'est un peu plus limité. Dernier élément, le parquet va faire des réquisitions. Les avocats vont dire, voilà, il faut libérer notre client pour telle et telle raison. Le parquet, que va dire le parquet? Est-ce que le parquet va dire, oui, on comprend, compte tenu de sa personnalité, on n'est pas contre? Ou est-ce que le parquet va dire, pas question, on réclame un maintien en détention provisoire? Et d'un mot, en fait, cette liberté, elle peut être aménagée.
sous la forme d'une surveillance électronique, le bracelet, il en a déjà porté un, assignation à résidence ou contrôle judiciaire. On avait vu très cette probable. petite Julia sur les réseaux sociaux qui disait « Mon papa, il n'a pas un bracelet électrique ». Vous vous souvenez de ça? Non, voilà. Bien, c'est une saga familiale, en fait. Ouais. En tout cas, la famille a été au premier rang. C'est un peu comme notre royauté, non? Oui, c'est pas le prince Andrew non plus, tout à fait. La famille a été mise au premier rang, la famille élargie, le clan Sarkozy, dans la contre-attaque de communication organisée par le président. Ça a commencé avec l'attitude de Carla Bruni le jour du jugement, rappelez-vous, la bonnette du micro de Mediapart, jusqu'à la journée d'incarcération avec cette famille qui l'accompagnait au bout de la rue pour monter dans la voiture qui allait rouler vers la santé. Bon, on va y revenir de toute façon, on va y revenir à 9h30. Allez, à la une 1. C'est l'heure de notre double dose, évidemment, Nicolas, merci d'être resté. Alors, un document explosif, une lettre de Bruno Le Maire à Emmanuel Macron, datée d'avril 2024, a été révélée hier par nos confrères de la Tribune dimanche. Alors, je lis des extraits de la lettre. « Nous ne pouvons pas continuer à nous singulariser par le niveau élevé de notre dépense et de nos prélèvements. Je propose de mettre en place une stratégie ambitieuse de contrôle de nos finances publiques pour revenir sous les 3% de déficit en 2027 et toute stratégie d'évitement est vouée à l'échec. » On peut même écouter l'ancien ministre des Finances, il était hier soir sur France 5, on l'écoute. Vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois, du genre cause toujours. Et à un moment donné, vous prenez votre plume, parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances. Alors, on prend sa plume, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? En fait, dans cette histoire, il n'y a rien de nouveau excepté le fait qu'il y a eu une lettre au mois d'avril 2024 qui, de manière un petit peu officielle et secrète, sanctionnait ce que Bruno Le Maire avait toujours dit. Il a évidemment été un peu mon ministre de tutelle pendant 7 ans, compte tenu du fait que je suis l'économie, j'ai beaucoup fréquenté Bruno Le Maire. Tout ce qu'il dit, il l'avait déjà dit et déjà répété. Effectivement, on s'est rendu... Alors, on pourrait revenir sur les responsabilités qui font que le déficit a dérapé d'une manière aussi inédite. Ça, c'est un sujet. Oui. Mais en tout cas, le moment où il a fallu corriger l'histoire, effectivement, il a alerté. Je m'en souviens très, très, très bien à l'époque. Il a alerté. Et à l'époque, on avait des taux d'intérêt très bas. Tout le monde s'en foutait. Et effectivement, en fait, le problème de la dette française, c'est que tout le monde s'en fout. Il a alerté et pour aller au bout de l'histoire du redressement qui est engagé, aller vraiment au bout de l'histoire, il lui fallut engager une loi de finances rectificative. Texte qui permet, effectivement, d'avoir les coups des franges sur l'ensemble des éléments budgétaires. Vous ne les avez pas si vous êtes hors loi de finances. C'est essentiel. Je finis, c'est essentiel. Oui. Hors loi de finances rectificative. Il explique à ce moment-là au président de la République qu'il faut absolument cette loi de finances. Le président refuse. À cette époque-là, il aurait dû démissionner. Mais c'est ça. Mais bien sûr. Mais ça, on l'a tous dit à l'époque. Il fallait qu'il démissionne, compte tenu du fait qu'il était empêché d'utiliser les instruments institutionnels permettant de redresser la barre. Et c'est vrai que des dérives de 0,6 à 0,7 points de déficit, ce sont quand même des dérives absolument astronomiques, surtout que ça s'est étalé sur 2 années consécutives. Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, qui parle d'un nœud coulant qui nous étrangle. Qui a laissé filer la machine? Les ministres dépensiers, le président trop confiant, ou un pays qui simplement veut, c'est pas dire non à la dépense. La formidable accélération de ce qui s'est produit depuis, on va même pas 2017, mais un peu après, c'est principalement l'inflation. L'énorme inflation a considérablement déformé mécaniquement la dépense publique avec les phénomènes d'indexation de l'ensemble des prestations sociales, de l'ensemble des retraites. Les fameux 1000 milliards, Bruno Le Maire voudrait absolument ne pas être l'homme aux 1000 milliards, il aura... C'est normal. Hein. Mais quand on a une étiquette dans le dos, généralement, on a beaucoup de mal à s'en défaire. Nicolas Sarkozy, c'était le président des riches, il aurait pu faire n'importe quoi, il était président des riches. Bruno Le Maire, malheureusement pour lui, est l'homme aux 1000 milliards, je pense qu'il restera l'homme aux 1000 milliards. Sur les 1000 milliards d'euros de dette depuis le début du quinquennat 2017, il y en a 440 qui sont exclusivement liés à la dérive du système de retraite de la fonction publique. On n'est pas sur des cadeaux faits aux riches. Après, il y a eu effectivement des moments clés qui ont coûté des bons paquets de milliards, comme les 17 milliards qu'on sort à la sortie des Gilets jaunes. Le Covid, évidemment.
le Covid avec le quoi qu'il en coûte, mais heureusement qu'on a fait le chômage partiel, heureusement qu'on a fait des prêts garantis par l'État. Prêts garantis par l'État, c'est pas une dépense, c'est une garantie. Mais heureusement que l'État est intervenu à ce moment-là. On avait mis sous cloche, sous autorité politique l'économie. Il était normal que le politique vienne indemniser l'économie qu'il avait mis sous cloche. En tout cas, quand on décrypte les 1000 milliards, on se rend compte que c'est quand même très largement lié à l'inflation et très largement lié au déséquilibre profond qu'il y a dans le système de retraite de la fonction publique. Mais on y revient toujours aux retraites, on n'en peut plus, on se colle toujours à ce truc. Mais en fait, je pense qu'on peut même encore dézoomer. Tout ce mécanisme se grippe parce que Nicolas le dit très bien, il y a l'inflation et les indexations des différentes pensions qui se greffent là-dessus avec l'inflation. Mais le problème, il est bien antérieur. On a un pays qui est accro à la dépense publique, qui ne sait pas faire des économies. Là, on est en train de discuter de budget, il va encore se traduire par du déficit supplémentaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement fou. Il faut dire aux Français que la dette, l'année prochaine, nous coûtera 70 milliards rien qu'en intérêts. Ouais. Parce qu'on finance notre modèle social avec de la dette. Ce problème, il n'est pas nouveau. Il nous explose au visage parce que les paramètres économiques se sont détraqués avec l'inflation. Mais en fait, on peut remonter à 40 ou 50 ans en arrière. On a un pays qui accroît la dépense publique, qui n'arrive pas à se sevrer de la dépense publique. Et tant qu'il n'y arrivera pas, on courra après des déficits et ça va s'aggraver parce que si les taux d'intérêt commencent à vraiment remonter, on sera très très mal. Et cette fois-ci, les alertes, il faudra qu'on les écoute. C'est ça le coup, c'est les taux d'intérêt et la charge d'intérêt. Qu'est-ce que ça dit, Christophe, du fonctionnement de l'État, de sa capacité ou de son incapacité à se discipliner ? Je pense qu'il y a plusieurs défaillances de l'État. Il y en a une conjoncturelle sur ces années 23-24, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas. C'est comment les spécialistes à Bercy, les fonctionnaires, n'ont pas vu venir l'erreur sur les recettes. On attendait des recettes fiscales, paf, il manque 42 milliards dans les recettes 2023. Ça, pour les meilleurs fonctionnaires de la planète, ça me semble quand même un vrai problème. Ont-ils corrigé cela depuis dans leur tête et dans leurs ordinateurs ? L'autre problème, c'est l'incapacité de ce pays à faire une réforme de l'État. François Fillon voulait je ne sais plus combien de centaines de milliers de fonctionnaires en moins. 400 000, 500 000. Je crois. Dans la même présidentielle, Emmanuel Macron avait dit moi ça sera 200 000. Puis finalement c'était 120, puis 90, puis 0, puis finalement on en a engagé, on en a embauché. Il faut avoir une règle simple. On n'embauche plus de fonctionnaires dans la fonction publique de bureau, de paperasse, de coups de tampon, de souris et d'ordinateur. On embauche dans la fonction publique pour les fonctionnaires de terrain, des policiers, des magistrats, des enseignants, des infirmières. On en a besoin. Mais on supprime des postes dans l'administration paperassière, remplacés soit par personne, parce que les fonctionnaires, ils sont très bons, ils fabriquent de la norme. Vous les remplacez pas, il y aura moins de normes. Soit par de l'intelligence artificielle, soit vous remplacez le fonctionnaire par l'usager, c'est ce qui se fait déjà, ça s'appelle la numérisation. C'est vous qui travaillez en ligne à la place du fonctionnaire qui jadis remplissait les formulaires. Emmanuel, vous vouliez rajouter un truc ? Oui, parce que quand on voit, par exemple, qu'on a vidé les départements d'une partie de leurs prérogatives, mais leurs effectifs n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour des tâches moindres, qui sont toujours aussi nombreux qu'avant. Ça peut pas durer comme ça. C'est pas possible. Petite question à Nicolas Dose. Donc, on a vu que le chef de l'État a ignoré l'ensemble des requêtes de l'ancien ministre de l'économie. Je n'en vois pas l'intérêt, aurait-il dit. Et j'ai lu quelque chose qui m'a frappé. Il aurait dit à des confrères anglo-saxons, et là, je le cite, Macron, le président de la République, que la règle des 3% du PIB et la dette, et c'est une règle d'un autre siècle. Alors oui ou non, c'est une règle d'un autre siècle ou pas pour la France? Il a dit ça, quoi. C'est pas faux. Est-ce que ce critère est encore pertinent? Non, mais que le critère des 3%, maintenant, celui-ci a été retour, on va pas refaire éternellement l'histoire, est-ce qu'il a été fait sur un coin de table ou pas? Il était lié, les 3% étaient liés aux 60% de dette publique, c'était pour réussir à avoir un système de dette publique soutenable. Là, si vous faites de l'économétrie pure, vous vous rendez compte que les 3%, enfin, sur 60% de dette max, 3% de déficit max, c'est ce qui vous permet d'avoir une stabilisation. Maintenant, il y a quelque chose qui n'appartient pas à un autre siècle, qui n'appartiendra jamais à un autre siècle. Si vous êtes dans le rouge de manière structurelle et permanente, ça pose un problème. Surtout si ce rouge devient c'est ce que me dit mon mari. Devient de plus en plus vif. On a parlé des gens qui vivaient à découvert. C'est un problème d'avoir une partie de la population qui vit systématiquement le 15 ou le 20 du mois à découvert. C'est un problème d'avoir une nation qui vit depuis 40 ans systématiquement ces fins de mois à découvert, avec en plus à découvert de plus en plus cher. Tant que la France est le troisième pays le plus endetté de la zone euro et le seul pays de la zone euro dont la dette est en augmentation. C'est ça nous sommes le seul pays qui n'arrive pas à juguler sa dette.
Enfin, je veux dire, c'est le seul moyen pour stabiliser la dette, c'est de sortir du déficit primaire pour rentrer en excédent primaire. Ça veut dire de sortir l'excédent primaire, c'est vous retirez la partie remboursement des intérêts, les 70 milliards qu'évoquait Emmanuel pour l'année prochaine, et vous regardez si ce qui reste est vert ou rouge. Bon, nous, c'est toujours rouge. La différence, c'est qu'en Italie, c'est vert. En Italie, si vous retirez la partie paiement des intérêts de la dette, que vous regardez juste donc la partie primaire, comme on dit, eh bien, ils sont excédentaires, nous sommes déficitaires. C'est à partir du moment où on aura retrouvé de l'excédent primaire qu'on sera en capacité de stabiliser la dette. J'ai pas dit la faire reculer, déjà la stabiliser. Merci beaucoup, Nicolas Dose. À bientôt. Mais il y a un truc dans la lettre de Le Maire, il y a un truc qui est important, c'est quand il admet de graves erreurs techniques. Oui. Et là, il y a eu de graves erreurs techniques. Alors, je veux bien qu'on les décrive, mais là, visiblement, on n'a plus tellement le temps. Il y en a quand même une qui est fascinante. Elisabeth Borne, aussi. Oui, mais c'est quand même... Mais elles sont à Bercy, les erreurs techniques. Ouais. On impose une taxe aux énergéticiens qui doit rapporter 12 milliards. Elle en rapporte 300 millions. Ouais, ça, c'est fou. Comment est-ce qu'on peut se tromper? Elle s'appelle la crime, cette taxe. À qui profite pas la crime, pour le coup? À personne. La crime, non, mais comment est-ce qu'on peut se tromper de 12 milliards? Alors, il y a eu celle-là... Non, on y reviendra. On y reviendra, Nicolas, parce que là... Le problème, c'est que l'explication est un peu technique, mais elle est un peu inquiétante. C'est très intéressant parce qu'il y a le consentement à l'impôt, il y a le fait qu'on avait les meilleurs fonctionnaires pour cette tâche, et que si c'est plus le cas, c'est vraiment le bazar. Hein. Ils avaient créé un petit groupe d'économistes un peu indépendants pour venir essayer de voir comment on pouvait faire autrement, justement. Bon. Merci Nicolas. Marie Belot du service police-justice de TF1 SCI nous attend dans la coursive. Elle va faire une entrée triomphale sur le plateau d'En toute liberté. Je fais un départ triomphal. Pendant que vous nous quittez aussi, oui, bien sûr. Parce qu'on va parler de terrorisme maintenant, Marie, de cette menace qui est toujours aussi forte 10 ans après les attentats du 13 novembre. Je rappelle 130 morts, 413 blessés. La France vit toujours sous la menace terroriste. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, le dit clairement hier dans la tribune dimanche, la menace terroriste est constante. Que sait-on, Marie, de cette menace? Alors, tous l'ont dit là, ces derniers jours, le procureur antiterroriste, le ministre de l'Intérieur, ce matin, la patronne de la DGSI. L'alerte est maximale, mais en fait, c'est le cas déjà depuis plusieurs années. Si on parle de la menace djihadiste, ça reste à cette heure la menace la plus importante, mais elle s'accroît, disent tous les spécialistes, depuis 3 ans avec des projets qui sont de plus en plus aboutis. C'est ce que dit le procureur antiterroriste. Ce qui a changé en 10 ans, c'est la nature de la menace. Avant, on parlait de la menace projetée, de commandos formés à l'étranger, en Syrie, qui viennent commettre des attentats en France. Septembre. Exactement. Comme le 13 novembre. Aujourd'hui, la menace, elle est endogène. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une menace qui vient de l'intérieur, avec des Français qui se radicalisent sur notre sol et qui s'inspirent des organisations terroristes, notamment en s'abreuvant de propagande. Ce qui est un peu nouveau depuis 3-4 ans, c'est le rajeunissement de ces personnes-là. De plus en plus jeunes, ils se radicalisent souvent seuls, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et de façon très rapide. Un exemple très concret donné ce matin par la patronne de la DGSI. Toutes les personnes interpellées cette année en lien avec des dossiers terroristes ont entre 17 et 22 ans. Ça donne une idée de ce rajeunissement et aussi de cette féminisation, puisque c'est aussi un sujet qui est évoqué par le procureur antiterroriste. De plus en plus jeunes, des jeunes majeurs, des mineurs, des femmes de plus en plus. Mais heureusement, des moyens qui ont été renforcés, avec 77 attentats qui ont été déjoués depuis 2015. Si on prend les derniers chiffres, 6 attentats déjoués cette année et 9 l'année dernière. Féminisation, vous le disiez, on apprenait hier dans le Parisien que 3 jeunes femmes de 18 à 22 ans ont été mises en examen pour avoir projeté un attentat kamikaze contre une salle de concert ou de spectacle. Guillaume, c'est incroyable. Et cette annonce, elle intervient dans un contexte. Et attendez, elles ont été, je finis, mais elles ont été repérées sur Snapchat et TikTok, isolées, fragiles psychologiquement, sans contact direct avec une organisation, en tout cas à ce jour. Comment les services de renseignement, Guillaume, peuvent encore prévenir ce type de radicalisation ultra individuelle qui est née sur les réseaux sociaux, sans structure, sans commanditaire? On va devenir complètement fou. La problématique, elle est là. Elle avait été détaillée par Marie Belot. C'est la menace endogène, c'est-à-dire une auto-radicalisation via les réseaux sociaux qui fait qu'un certain nombre d'individus, avec le jeu des algorithmes aussi, parce que ça joue, exposés à des contenus salafistes, islamistes radicaux,
décide, pour une raison ou pour une autre, de passer à l'acte. Ce qui est intéressant dans cette affaire, ce sont 3 jeunes femmes qui constituent un début de réseau. Elles visent quoi? Des salles de spectacle. Visiblement, elles avaient pour projet de viser des salles de spectacle et des lieux de rassemblement festifs. Tout ça est dévoilé au moment où, effectivement, on est dans la semaine de commémoration des attentats du 13 novembre. Ce qui veut dire que cette menace, elle est là, et j'ai tendance à dire qu'elle ira croissante parce que, encore une fois, et c'est ce qu'exprimait le président de la République lorsqu'on est exposé sur TikTok en tapant le mot islam à un poste qui aurait attrait à la religion musulmane. Un contenu salafiste au bout de 3 clics. Oui, on est exposé à un contenu salafiste. Il suffit que vous soyez un peu fragile psychologiquement et boum, vous avez quelqu'un à l'autre bout de la chaîne qui, sans avoir forcément téléguidé, se frottera les mains parce que vous allez commettre un attentat. On y revient, merci Guillaume, on en revient après la pub. Surtout parce qu'en plus, on entend de nouveau parler de Salah Abdeslam. Marie, c'est incroyable. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. Dans toute liberté sur LCI. De retour sur le plateau de En toute liberté avec Emmanuel Ducrot, Christophe Barbier, Guillaume Audat et Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. Merci Marie d'être avec nous pour nous expliquer un peu ce qui se passe sur le terrorisme et la menace toujours aussi élevée, toujours aussi forte. Alors on apprend ce week-end que Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre, a été placé en garde à vue depuis sa cellule de Vendin-les-Vieilles pour association de malfaiteurs terroristes. Mais on écoute Céline Berton, la directrice générale de la sécurité intérieure. Mais sur les faits qui lui sont reprochés, sur lesquels je pense la justice antiterroriste sera conduite à communiquer aujourd'hui, il n'est pas mis en cause dans un projet d'attentat. Salah Abdeslam est un individu qui demeure radicalisé et convaincu de l'idéologie mortifère qu'il a suivie pendant des années, qui l'a conduit à passer aux actes que vous connaissez. Nous n'avons pas de raison de penser, mais une fois encore, je n'irai pas sur des champs d'expression qui relèvent de l'autorité judiciaire, qu'il soit impliqué sur des réseaux d'une autre nature. Alors, pas impliqué, mais il a quand même une petite clé USB. C'est ça ? Oui, alors tout l'objet des investigations, c'est cet ordinateur de Salah Abdeslam. Je le rappelle, il avait le droit d'en avoir un, ça a été autorisé par l'administration pénitentiaire. Il en avait besoin pour suivre des cours, une formation de radicalisation, mais évidemment avec un usage très restreint, pas d'accès à Internet, pas de connexion normalement avec des ports USB. Sauf que, en contrôlant ces affaires, plusieurs mois plus tard, des traces de connexion USB ont été détectées par les autorités dans son ordinateur. Ils ont découvert qu'il avait pu consulter de la propagande djihadiste. Donc toute la question aujourd'hui, c'est qui lui a transmis cette clé USB alors que Salah Abdeslam est à l'isolement en détention dans la prison de Vendin-le-Vieil. C'est sa compagne qui est dans le viseur de la DGSI. Elle a été placée en garde à vue plus de 96 heures, interrogée pour savoir si lors d'un parloir elle a pu lui communiquer cette clé USB parce que Salah Abdeslam, même s'il est à l'isolement, il a le droit à des parloirs et c'est des parloirs où il peut avoir contact avec sa compagne qui est âgée de 27 ans. Ça pose évidemment la question ça pose toutes les questions. De l'isolement. De l'isolement, de la compagne, des femmes qui vont Enfin bon, c'est effroyable, Guillaume. 2 choses sur Salah Abdeslam. D'abord, et c'est Hugo Micheron, donc le chercheur qui est aujourd'hui enseignant à Sciences Po, qui l'avait démontré, la prison, c'est certainement pas le terminus du djihad. La prison, c'est un arrêt-stop dans le djihad et on peut fomenter aussi des attentats à partir d'une cellule de prison. Si on peut organiser un narcotrafic, voire du proxénétisme de la part de prison, on peut aussi imaginer qu'un attentat soit imaginable. Alors, encore une fois, pour Salah Abdeslam, l'enquête est en cours. Ce que dit aussi Hugo Micheron, c'est très important, c'est une image qui est assez claire et explicite. Quand on est à marée basse, c'est comme ça que fonctionne le terrorisme, marée haute, vague d'attentats, marée basse, reconfiguration, il faut être extrêmement vigilant. Et dernier point, parce que je voudrais terminer sur ça, Salah Abdeslam, j'assistais à l'intégralité du procès d'attentat du 13 novembre, on va commémorer ce funeste jour. Je me souviens d'un moment donné où il disait « oui, mais moi j'ai pas tué ». Je rappelle simplement en effet, dans les faits, il a pas tué, il avait une ceinture d'explosifs dont il dit qu'il l'a laissée, elle était défectueuse, c'est ce que l'enquête avait démontré. Mais deuxième point, il avait convoyé 3 kamikazes au Stade de France. Et là, une avocate, Yolène Bahut, était sortie du bois, elle lui avait dit « mais attendez, vous avez donc convoyé des bombes humaines, vous avez donc tué monsieur Salah Abdeslam ». Il faut bien avoir ça en tête. Donc cet homme-là est toujours radicalisé, c'est pour ça qu'il a été condamné à la perpétuité
incompressible. Oui, enfin, c'est pour ce que ça veut dire en France. Marie nous a bien décrit les causes endogènes, enfin un terrorisme endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, mais il y a aussi un terrorisme qu'on pourrait qualifier d'exogène, c'est-à-dire qu'il y a une reconstitution de réseaux djihadistes au Sahel, en Syrie. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle montée en puissance de Daesh, Guillaume ? Très rapidement. Très rapidement, il faut faire très très attention à ce qui se passe au Mali. Bamako est sur le point de tomber. Il y a un groupe qui s'appelle le JNIM, qui est lié en gros à Al-Qaïda, qui organise une pénurie d'essence dans tout le pays et qui est sur le point de faire tomber la ville de Bamako, donc la capitale, qui a une frontière avec l'Algérie. Ça pose une énorme problématique. Le Mali qui a aussi une frontière avec la Côte d'Ivoire, je dis au passage. Pour ce qui concerne la Syrie, effectivement, le chaos ambiant et la reconfiguration du pays permet à l'État islamique également de se reconfigurer. Dernier point, et on l'avait vu, attentat du Crocus City Hall, mars 2024 en Russie, 149 morts, et également l'attentat de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, 1er janvier 2025, vous vous en souvenez, 14 morts. C'était l'œuvre de gens qui étaient liés à ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan, zone afghane, zone pakistanaise. Et là, on parle de menaces téléguidées. Il faut avoir ça aussi en tête. La menace n'a jamais été aussi prégnante. Merci beaucoup. En cette semaine de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Oui, mais quelle merveille. Merci Marie. On passe au troisième à la une de ce jour. On a accueilli Maître Bertrand Perrier. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bonjour Maître, ravi de vous avoir sur le plateau. Donc, Nicolas Sarkozy, incarcéré à la Santé le 21 octobre dernier. Ce matin, la Cour d'appel de Paris examine sa demande de remise en liberté. Capucine Diez, vous êtes à la Cour d'appel de Paris. Ça ne devrait pas tarder à commencer là, hein ? Oui, exactement. Ça doit commencer d'ici quelques minutes, à 9h30 précisément, ici à la Cour d'appel de Paris. On a pu apercevoir Carla Bruni, mais aussi Pierre et Jean Sarkozy, les fils de Nicolas Sarkozy, et puis évidemment son avocat, Maître Christophe Ingrin, son avocat qui plaidera sa cause. Nicolas Sarkozy peut également intervenir, s'il le souhaite, depuis sa cellule à la prison de la Santé, en visioconférence. Pendant l'audience, le juge décidera alors si Nicolas Sarkozy peut rentrer chez lui ou non en attendant son procès en appel en mars prochain. Et là, plusieurs options sont envisageables. Déjà, concernant le rendu de la décision, c'est très probable qu'il ait lieu dans la journée, mais il peut également avoir lieu mercredi, demain étant un jour férié. Et puis, concernant la décision en elle-même, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté de manière pure et simple, ou bien être remis en liberté avec certaines obligations, comme par exemple le port d'un bracelet électronique. Merci beaucoup Capucine Diez. Alors je me retourne vers nos chers spécialistes. Marie, ça peut être quoi les arguments des avocats de Nicolas Sarkozy ? Oui, pour comprendre l'audience qui va débuter, on va entendre notamment l'un des avocats de Nicolas Sarkozy qui va expliquer pourquoi, d'après lui, la détention n'est pas justifiée pour Nicolas Sarkozy. Pour nous aider à comprendre ce qu'ils vont dire un peu avant qu'ils le disent dans cette salle, ils avaient déjà communiqué un argumentaire quand ils ont déposé leur demande de remise en liberté. Donc ils expliquent que pour eux il n'y a pas de risque de fuite parce que Nicolas Sarkozy a toujours répondu présent à ses convocations en justice et à son procès. Ensuite, sur l'empêchement d'une concertation frauduleuse, ils expliquent qu'il a strictement respecté son contrôle judiciaire pendant plus de 10 ans et que tous les prévenus étaient libres avant l'audience et que s'ils avaient voulu se concerter avant, ils auraient pu le faire. Qu'il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, d'une part parce qu'il conteste les avoir commis et ensuite parce qu'il n'est plus président de la République. Ensuite, pas de risque de destruction de preuves, disent les avocats, puisque d'après eux, il n'y en a pas. Et ensuite, pas de trouble à l'ordre public, parce que ce n'est pas un critère en matière correctionnelle. Voilà les éléments qui avaient été avancés par les avocats de Nicolas Sarkozy. Qui avaient déjà été avancés, d'ailleurs, Maître, avant son incarcération. Alors, pas vraiment, parce que en réalité, là, on est vraiment sur les critères légaux de la détention provisoire, qui sont différents de l'exécution provisoire. C'est tout à fait différent. Et là, la loi cadre très strictement, Marie vient de le rappeler, c'est l'article 144 du Code
code de procédure pénale, il y a 6 critères qui permettent à un juge de maintenir quelqu'un en détention provisoire. Et évidemment, le critère majeur qui sera discuté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les garanties de représentation, c'est-à-dire est-ce que si Nicolas Sarkozy est libéré cet après-midi ou demain ou après-demain, on a des garanties qu'il se présentera devant la juridiction d'appel. C'est ce qui a manqué pour Alexandre Djouri, parce qu'il y a eu déjà 2 audiences de remise en liberté pour 2 autres co-prévenus de Nicolas Sarkozy. Waïb Nasser a été libéré, mais Alexandre Djouri ne l'a pas été, parce qu'il présentait des garanties de représentation insuffisantes, parce que il est de nationalité franco-algérienne, et s'il fuit en Algérie, l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants, parce qu'il a été arrêté à Londres, parce qu'il est résident suisse, et donc il y avait tout un doute sur la représentation, alors que chez Nicolas Sarkozy, il n'y en a aucun. Nicolas Sarkozy va présenter une adresse, Nicolas Sarkozy est connu, il ne va pas prendre la fuite. Donc la vraie question, c'est aussi les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il devrait être astreint. Il pourrait sortir là, dans la fin de matinée ? Alors, dans les 2 autres mises en liberté, examen de mise en liberté, c'était rendu le lendemain. Des débats. Là, tout le monde dit que ça va être dans l'après-midi. Le juge le dira à la fin. On ne le sait pas. À la fin de l'audience, le juge le dira. En fait, pour les 2 autres, les audiences avaient eu lieu un peu plus tard dans la journée, donc ça avait été rendu le lendemain. Là, ils ont avancé l'audience à 9h30, et demain étant un jour férié, tout l'entourage et tout le côté de la justice, on nous explique qu'il est fort probable que la décision soit rendue aujourd'hui. Après, est-ce que Nicolas Sarkozy va sortir aujourd'hui ? Si elle est rendue aujourd'hui, il sort aujourd'hui. Il y a quelques formalités de sortie, mais si c'est rendu aujourd'hui, il sort aujourd'hui. Ce qui sera intéressant, c'est la position du parquet général. Parce que l'avocat général va être entendu. Bien sûr, les avocats vont plaider sur les garanties de représentation, sur l'absence de risque de réitération ou de concertation. Que dira l'avocat général ? Est-ce qu'il se... Mais presque. Il peut réclamer le maintien en détention provisoire. Bien sûr. Faut l'argumenter quand même. Et ça n'aura évidemment aucun effet sur le procès en appel. On ne parle pas du tout du fond. C'est pas la culpabilité, c'est pas l'exécution provisoire, c'est la détention provisoire. Et là, il y a des critères légaux qui sont différents. Le parquet pourrait dire, écoutez, oui, il n'y a pas de raison qu'on s'y oppose. Oui, bien sûr, absolument. Et voilà, moi, ça me paraîtrait assez raisonnable. Logique, et ça ne préjugerait en rien, en effet, de ce qu'il pourrait requérir dans 6 mois sur le fond. A contrario, l'avocat général pourrait dire qu'il veut empêcher Nicolas Sarkozy de se concerter avec les co-accusés de cette affaire. Oui, c'est aussi ce qui avait été relevé dans le jury, où on considérait qu'il y avait un risque de concertation. C'est un risque assez hypothétique, parce que il pourrait, par exemple, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, interdire d'entrer en contact avec. Donc les contrôles judiciaires peuvent prévoir aussi une interdiction de se rencontrer. Donc liberté, mais peut-être avec contrôle judiciaire, sans aucun doute avec contrôle judiciaire. Sans aucun doute avec un contrôle judiciaire. Par exemple, dans Waïb Nasser, on lui a demandé de remettre son passeport pour qu'il ne puisse pas quitter la France, avec une sorte d'assignation à résidence, en effet, peut-être un cautionnement, tout est possible. L'article 138 est très large. Il y a plus de 10 cas d'obligation de contrôle judiciaire. Donc on peut imaginer effectivement qu'il remette son passeport, par exemple. Marie ? Alors, je vous donne quelques détails puisque l'audience est ouverte et notre collègue Alexandra Guillet est dans la salle. Elle nous explique que Nicolas Sarkozy vient d'apparaître à l'écran. Il est donc en visio dans la salle d'audience. Elle explique qu'il a le visage concentré, qu'il est en veste bleue avec une chemise, qu'il est assez tendu, qu'il tient un stylo dans la main. Voilà pour avoir une petite image de ce qui se passe dans cette salle dans laquelle on ne peut pas rentrer. Et la présidente lui a dit dès le début qu'il ne reviendrait pas sur le fond de l'affaire. C'est important de le préciser. Et Nicolas Sarkozy a expliqué qu'il répondrait aux questions, puisque la présidente lui a dit qu'il avait le droit de garder le silence s'il le souhaitait. Il répondra aux questions. Voilà pour les premiers détails de ce qui se passe dans cette salle d'audience. On n'a pas encore de détails sur les arguments. Mais on est en direct. Merci. On est en direct. Oui, on est en direct. Et une des angoisses, c'est évidemment que des photos de Nicolas Sarkozy incarcéré fuitent. Ça a été l'angoisse pendant ces semaines de détention. Ça l'est encore, puisque là, il parle depuis sa prison. Donc une image qui fuiterait, c'est une image d'un Nicolas Sarkozy incarcéré. Les journalistes ont eu alors que normalement les journalistes peuvent garder leur téléphone portable dans les salles d'audience. Là, les journalistes ont eu à laisser leur téléphone de côté. Ils ont simplement le droit d'avoir des ordinateurs. C'est pour cette raison que notre collègue peut nous retransmettre. À partir desquels on peut quand même communiquer. Mais sans images, évidemment. Mais il y a des caméras sur les ordinateurs. Oui, mais il faut une liaison. Ah bon, d'accord. Alors, presque 3 semaines derrière les barreaux, dans la prison, des visites qui font polémique. On se souvient de celle de Gérald Darmanin. Et une question politique symbolique quand même vertigineuse. La justice française
française a-t-elle traité ou traite-t-elle un ex-président comme un citoyen comme les autres? Non, évidemment, mais ça n'est pas non plus un citoyen tout à fait comme les autres, ni un justiciable tout à fait comme les autres. En tout cas, ça n'a pas été un détenu comme les autres, puisqu'il a été dans ce quartier d'isolement avec les 2 officiers de sécurité qui étaient dans la cellule d'à côté. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle le quartier bas, c'est-à-dire le quartier VIP, n'a pas été considéré comme suffisamment sûr pour Nicolas Sarkozy. Et donc, il a été vraiment soumis à un régime extrêmement particulier. Il s'est très peu déplacé parce que il y aurait une sorte de bulle autour de lui. Il fallait qu'il ne croise absolument aucun détenu et donc ça a été très mal vécu d'ailleurs par l'administration pénitentiaire. Cette présence des officiers de sécurité qui se substituait en quelque sorte à sa mission originelle de garantir la sécurité des détenus, puisque finalement Nicolas Sarkozy a une sorte de sécurité propre qui s'est surajoutée à l'administration pénitentiaire. Est-ce que c'est vrai qu'il mangeait que des yaourts? C'est ça, vous avez entendu ça Non, c'est inexact d'après l'entourage de Nicolas Sarkozy. Non. Christophe, qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette effervescence de nouveau autour de Sarkozy? Ça nous dit d'abord que c'est une affaire d'État, en fait. D'abord, c'est une affaire extrêmement complexe, bien sûr, et puis c'est une affaire qui met en prison pour la première fois sous la Ve République un chef de l'État. Ça montre aussi que Nicolas Sarkozy a réussi sa manœuvre de défense, après le jugement quand même surprise de la fin septembre, c'est de transformer en fait politique, en fait populaire, cette incarcération. La protestation à la sortie du tribunal, la mise en scène de cette allée vers la voiture et de la foule qui l'attendait le jour de l'incarcération. Et maintenant, l'attention requise autour de cette audience pour le mettre en liberté. Tout cela montre que Nicolas Sarkozy a répondu à la justice par de la politique. Et comme il accuse la justice d'avoir fait de la politique, d'avoir prononcé un jugement politique, il oppose de la politique à la justice. C'est un piège redoutable qu'il a tendu à l'institution judiciaire. C'est de mettre en doute la sincérité technique, juridique de leurs décisions. L'exécution provisoire n'est pas une mesure juridique, c'est une punition politique. Mais c'est une punition politique, donc les juges ont fait de la politique. Attendez, après, quand on regarde les attendus du jugement, les délibérés, tout ce qui tombe et tout ce qui reste sur l'association de malfaiteurs, la gravité des faits à l'époque, quand même une campagne présidentielle, peut-être des millions venus de l'étranger, pas de n'importe où de Kadhafi, et dit le jugement... Non, et d'un ancien terroriste avec l'attentat... L'affaire du DC-10 du TA, etc. Et dit le jugement, le trouble à l'ordre public. Alors ça, c'est de l'interprétation. Est-ce que une campagne présidentielle qui s'est tenue il y a 18 ans, quand bien même on apprendrait aujourd'hui qu'elle a été faussée en partie par ce financement qui serait illégal, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? On peut ergoter pendant des heures en termes juridiques et philosophiques là-dessus. Oui, ça fausse une élection, donc c'est un trouble à l'ordre public, mais il a quand même été élu, il est président, on a su ça à la fin de son quinquennat. Le quinquennat a eu lieu, donc le dommage, il est impalpable. Donc c'est une belle question de réflexion d'endroit. J'ai un peu envie de dire que quelque part tout le monde est un peu perdant dans cette histoire quand même. Le parquet national le parquet national financier jouait la crédibilité de sa démonstration. Elle a été écartée puisque 3 des 4 délits ont été quand même écartés. Et le premier document est un faux. Voilà, donc le pacte de corruption présumé, il a pas tenu l'épreuve visiblement. Nicolas Sarkozy jouait son honneur. Il a terminé en détention commencée, donc l'honneur est largement écorné. Mediapart jouait sa crédibilité. Il faut dire que la pièce sur laquelle Mediapart a construit sa démonstration a été écartée par la présidente du tribunal correctionnel. Elle a estimé que c'était probablement un faux. Ce sont les termes employés par la présidente Gavarino. Donc vous imaginez que la crédibilité de Mediapart, elle était cornée. L'honneur était corné, celui de Nicolas Sarkozy. Celui du parquet national qui fait appel, là aussi sa démonstration est quelque peu balayée. Reste la défiance des Français à l'endroit de la justice qui n'y comprennent rien. On condamne très fermement quelqu'un parce qu'on n'a pas les moyens, dit-on, la justice est pauvre, mais elle condamne pour faire l'exemple. Et à la fin de l'histoire, dans les petites affaires, où est la fermeté? C'est peut-être là que la fermeté de la justice devrait se jouer. En tout cas, c'est mon sentiment. Emmanuel? Moi, je voulais juste apporter un petit éclairage, un petit pas de côté, parce que je vais faire un plaidoyer pro de go pour le journal L'Opinion, qui est ma maison. Mes consoeurs Marie-Amélie Lombard-Latune et Christine Olivier se sont demandé aujourd'hui dans un article que je vous incite à lire, est-ce qu'il y a encore une envie de Nicolas Sarkozy dans la politique française? Alors pour les 3/4 des Français, la réponse est clairement non.
mais elle est à 75% oui chez les sympathisants LR. Voilà. Les mêmes sympathisants qui l'ont placé en 3e position lors de la primaire en 2016. Il n'y a pas d'avenir politique électoral pour Nicolas Sarkozy, mais sa voix porte encore, et sa figure au sein d'une droite ravagée par les erreurs et les échecs, elle existe encore fortement. Et une voix qui porte encore, c'est la vôtre, celle de Bertrand Perrier. Non, je voulais juste dire un mot sur ce qui va suivre dans les étapes suivantes. Donc Nicolas Sarkozy, très probablement, va être placé sous contrôle judiciaire. Il y restera jusqu'à l'audience. Il n'y a pas de possibilité de révoquer, sauf s'il manquait à son contrôle judiciaire. S'il n'était pas libéré, il a 2 voies. La première voie, c'est le pourvoi en cassation contre la décision qui va être rendue par la Cour d'appel, mais c'est assez illusoire parce que la Cour de cassation ne contrôle pas les critères que Marie Belot a expliqué tout à l'heure sur la détention provisoire, mais ça ne l'empêcherait pas de reformuler une nouvelle demande. Djouri, qui a vu sa première demande rejetée, a fait tout de suite une nouvelle demande avec de meilleures garanties de représentation. Donc on peut faire autant de délai. Non, il n'y a pas de délai. Dès lors qu'elle est rejetée, on peut en refaire une et la Cour a de nouveau 2 mois. Ouais. Je vais quand même dire une chose. On a dit est-ce que c'est injusticiable comme les autres? La Cour a mis 20 jours pour audiencer cette demande de mise en liberté. Ouais. Elle avait 2 mois. Donc quand même, il y a eu la volonté affichée de traiter rapidement cette demande de mise en liberté. Je parlais tout à l'heure de la visite de Gérald Darmanin. On l'écoute. Après sa visite, justement, il parle des détentions de l'ancien président, des conditions de détention de l'ancien président. J'imagine que si je faisais pas mon travail de ministre ou qu'il arrivait quelque chose au président Sarkozy en prison, que le Parlement et peut-être d'autres instances, c'est tout à fait naturel, demanderaient des comptes au ministre. Voilà. Donc j'ai fait mon travail. Il a fait son travail, selon vous, Bertrand Perrier ? Je crois que la polémique qui a suivi cette visite était suffisamment significative pour montrer que c'était peut-être faire un peu plus que son travail. Il n'a pas été seulement en tant que ministre, il y a une porosité entre le ministre et l'homme politique, entre effectivement le chef de l'administration pénitentiaire et de l'autre côté l'ancien porte-parole, et les deux ne sont pas sécables. Donc oui, évidemment, je pense que c'était pas absolument indispensable que Gérald Darmanin aille voir Nicolas Sarkozy, parce que on ne sait pas qui est allé le voir. Est-ce que c'est l'ami, est-ce que c'est le proche politique, est-ce que c'est le ministre? C'est assez difficile à décrypter. Il a profité de son travail pour faire de la politique, tout comme les députés LFI qui sont allés en inspection ont profité de leur travail, le droit parlementaire de visiter les prisons, pour faire de la politique. Ils se sont fait retoquer, hein. Oui, ils ont quand même accès au lieu, ils ont fait leur travail, les parlementaires ont le droit. Ils ont essayé de faire un coup politique qui s'est un peu retourné. Ouais, mais la finalité est évidemment de contrôler et pas de rencontrer une sorte de détournement de procédure qui est assez flagrant. Ce qui est intéressant autour de cette affaire, c'est que quoi qu'on fasse et quoi qu'il se passe, il y a toujours quand même un trouble à l'ordre public, parce que plus on parle de Nicolas Sarkozy dans l'espace public, plus ça constitue un trouble. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle doit décider, la justice? Dire on va faire taire le trouble en le libérant, ou on continue et ça va pas forcément marcher, ou est-ce qu'on le libère pas et on continue à faire du trouble? Enfin, de toute façon, le trouble existe, quoi qu'il en soit. Oui, et effectivement, vous le rappeliez, le trouble à l'ordre public n'est pas au nombre des critères de la détention provisoire en matière correctionnelle, ça l'est en matière criminelle, mais là, le trouble est écarté. Alors après, probablement, si Nicolas Sarkozy est libéré, il sera soumis à beaucoup d'obligations qui le mettront vraiment sur la touche de la vie politique. Est-ce qu'on peut, par exemple, lui interdire de parler aux médias? Ça fait partie des choses qu'on peut mettre comme limite à sa Alors à son non, activité? le juge peut faire beaucoup de choses. Je ne crois pas que dans l'article 138, on puisse lui interdire de s'exprimer, mais on peut effectivement l'assigner à résidence, l'interdire d'entrer en contact avec des gens, verser un cautionnement. Enfin, il y a toute une série d'obligations que le juge peut choisir. Marie, donnez-nous les dernières nouvelles de la salle d'audience. Alors, je vous rappelle que l'audience a débuté depuis un peu plus de 10 minutes maintenant, que Nicolas Sarkozy est en visio depuis la prison de la Santé. La présidente de la Cour a commencé par expliquer qu'elle ne parlerait pas du fond. Elle a quand même rappelé brièvement la procédure et a dressé des éléments de personnalité de Nicolas Sarkozy. Elle a un peu dressé son portrait avec ses différents mandats et ses mentions dans son casier judiciaire. Et maintenant, la parole est à Nicolas Sarkozy, qui est amené à parler un petit peu de lui. Il explique qu'il est avocat, propriétaire de son cabinet, qu'il est conférencier depuis 2012, et la présidente lui pose cette question: est-ce que vous vous déplacez beaucoup à l'étranger? Il dit je voyage beaucoup, généralement 1 ou 2 jours pour des conférences, mais j'habite à Paris, mes enfants et mes petits-enfants aussi. Voilà pour les premiers mots de Nicolas Sarkozy dans la... Merci beaucoup Marie Belot, merci Bertrand Perrier d'être passé sur le plateau dans toute liberté sur LCI. C'est maintenant l'heure du carton rouge.
Alors, le tournage de ce clip que vous allez voir n'avait fait l'objet d'aucune autorisation à Rieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise. Un groupe de rap amateur et ses figurants étaient en train d'utiliser des mortiers d'artifice quand les policiers sont arrivés. L'un des engins a alors atterri sur un balcon et a mis le feu à plusieurs appartements. Voyez ce sujet de Florian Chevalet et Eric Napi. Un immeuble en flammes en plein après-midi à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon. Il est 15h lorsque l'incendie se déclare. S'il n'y a aucune victime, c'est grâce à l'acte héroïque de Karim et Yacine, deux jeunes du quartier qui, avant l'arrivée des pompiers, décident de monter dans les étages pour évacuer les habitants. Quand on sonne à droite, on sonne à gauche, on tape, les familles ils ouvrent paniquées, sortez, il y a le feu, sortez, il y a le feu, ils comprennent pas, on les tire, on essaie de prendre, on a sorti, j'ai sorti des enfants, torse nu, sans chaussures. À l'origine de l'incendie, le tournage d'un clip de rap non déclaré. Sur ces images filmées par des habitants, une vingtaine d'individus, certains tirent des mortiers d'artifice. Le tournage se termine lorsqu'un équipage de police est pris pour cible. Les forces de l'ordre lancent des grenades de désencerclement pour répondre aux tirs de mortier lancés par les individus. L'un d'entre eux aurait fini sa course dans un balcon et provoqué l'incendie. Selon le maire, toute la scène a été filmée par les caméras de la ville. 3 appartements sont complètement détruits, 5 très endommagés. La mairie de Rieux-la-Pape a porté plainte. Le rappeur serait connu des services de police. Pour l'heure, il n'y a aucune interpellation. Emmanuel, on n'en peut plus de ce genre de truc. Ce genre de truc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de mortier d'artifice, en fait, c'est des feux d'artifice qui ne sont pas utilisés comme ils devraient. Cette région-là, cette région de Rieux-la-Pape, de Villeurbanne, etc., c'est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des tirs sur les façades, les habitants dénoncent ça depuis des mois. Là, c'est utilisé dans un clip de rap, mais parfois c'est dans l'été, ça s'enflamme et comme ça, les feux d'artifice explosent dans la nuit contre les maisons, contre les gens. Puis il y a des gens qui disent « Oh, c'est pas bien grave, c'est du feu d'artifice ». Si, c'est dangereux, ça met des gens en péril, des bâtiments en péril, etc. Et dans l'impunité la plus totale. Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire Je sais pas, c'est même plus de l'incivilité à ce niveau-là. Il y a deux choses. D'abord, ces fameux mortiers, tous ces produits sont censés ne plus être en vente. Voilà. Mais comment on se les procure? Par quel biais? Comment? Ça montre encore notre impuissance à contrôler certains commerces, et notamment les commerces qui arrivent par le numérique. Ah oui, c'est sûr. Ensuite, il y a deux choses. Il y a d'abord la créativité d'un court-métrage, d'un clip, sans demander d'autorisation. Ça a été toujours le cas. Une partie des grands cinéastes de ce pays a commencé par tourner des courts-métrages d'étudiants sans demander d'autorisation. Mais sans mortier d'artifice. Sans mortier d'artifice, et notamment quand la police arrive, on négocie, on dit on est en train de tourner un court-métrage, bon d'accord, on s'en va. On n'envoie pas des mortiers. C'est là la différence de comportement. C'est là où un comportement délictuel de voyou vient polluer ce qui était un comportement artistique. À quoi est-ce dû? Est-ce que c'est dû à la porosité avec des clans criminels et des trafiquants, et ce mélange entre rap et gangstérisme? L'enquête le montrera peut-être. Pour le maire Alexandre Vincendet, le maire Horizon de Rieux-la-Pape, c'est assez clair. Écoutez-le. C'est un clip sauvage, totalement illégal. Les images sont très simples. Les individus traversent la rue, voient les policiers et tirent sur les policiers simplement parce qu'ils portent l'uniforme de la République. Il s'est rendu sur les lieux, lui, le maire. Oui, est-ce que c'est parce qu'on entend la police tue depuis que Jean-Luc Mélenchon l'a dit il y a quelques années, on prend comme ça des libertés en tout cas, la police? En tout cas, il y a de la défiance. Il y a un précédent dans l'histoire du rap, c'était en 2017, Fianso, et il avait bloqué la circulation sur l'autoroute A3 pour tourner un clip sous le regard médusé des conducteurs qui étaient arrêtés comme ça en pleine route. La justice lui avait quand même mis 1 500 € d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Pour le moment, dans cette affaire à Rieux-le-Pape, pas d'interpellation, une enquête est en cours. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en réalité, encore une fois, et on en parlait tout à l'heure avec Pierre Régnier, la détresse. Il y a eu le choc, d'abord, l'incendie. Pierre Régnier, notre rédac-chef bien-aimé. Pierre Régnier, notre rédacteur en chef bien-aimé. Il y a eu le choc au moment où, en effet, les appartements sont incendiés, prennent feu. Et puis, il y a la détresse. On est dans un quartier populaire. Oui. Les gens qui perdent leur habitation, qui dorment au gymnase, qui perdent leur vie, leurs effets personnels, ne sont pas des gens qui sont extrêmement riches. Ce sont des gens qui perdent tout et qui déjà avaient peu. Donc là, il y a quand même une dimension à prendre en compte. Tout ça sur fond de défiance à la police. Donc oui, carton rouge. Et en effet, défiance, et elle va très très loin. Et je pense qu'on en reparlera demain à Naïs. Il y a cette histoire. Cette nuit, à Bourges, un policier de la BAC qui intervenait
sur un cambriolage qui a été grièvement blessé par balle. Voilà, on tire sur les policiers, on les blesse grièvement, on utilise du mortier d'artifice, on fait du hip-hop sans autorisation, mais quitte à mettre en danger et en péril la vie des gens, on marche sur la tête. Et à un moment donné, oui, en effet, puisqu'on parlait de justice avec Nicolas Sarkozy, la justice, elle doit être ferme à tous les étages. Oui, mais on n'a pas cette impression-là, Christophe. Non, on a l'impression d'une certaine impuissance. Dans le hip-hop, marcher sur la tête est parfois une règle esthétique. Maintenant, la justice, elle doit avoir la tête sur les épaules et rester bien droit dans ses bottes. Et on a l'impression qu'elle n'en a plus les moyens, qu'elle n'en a peut-être plus la volonté. Et que par rapport aux délits ou aux crimes les plus gros, on va laisser passer tout ce qu'il est un peu moins. Attention, ça va être au cœur des préoccupations des électeurs dans quelques mois, au moment des municipales. Et les candidats aux mairies dans toutes les villes ne pourront pas faire l'impasse sur le dossier sécuritaire face à des habitants qui se disent l'État n'a plus les moyens, donc c'est le maire. C'est la police municipale qui va nous protéger. Non, mais surtout, Christophe, pardon, Emmanuel, allez-y. Je voulais juste dire que oui, effectivement, et à Lyon, c'est en train de se retourner contre la municipalité. C'est le Grand Lyon, Rigula. Ouais. C'est en train de se retourner contre la municipalité écologiste sur des questions de sécurité. Bien sûr. Ouais. Simplement, c'est ce qu'on se dit de temps en temps sur cette émission, sur ce plateau, avec des spécialistes police-justice, Christophe. Quand vous êtes un jeune policier, que vous vous retrouvez avec des salaires, c'est quoi le salaire d'un jeune flic au début? En entrée de carrière, c'est pas très très élevé, c'est à peine au-dessus du SMIC. Mais on est en dessous de 2000 euros, bien sûr. En tout cas, en dessous de 2000 euros. Vous prenez des tirs, vous vous souvenez, là, début septembre, les jeunes policiers qui se sont fait sauter dessus, il n'y a pas d'autre mot, sur la tête et démontés par des hordes. Comment on va réussir à trouver des gens qui ont encore envie de nous protéger? Il y a ceux qui ont l'amour de la République, il y a ceux qui ont aussi un goût pour l'action, parce qu'il y a des drames, évidemment, on se fait tirer dessus, on met sa vie en péril, mais très souvent, on est dans l'action utile. On sauve des vies quand on est policier, on rétablit l'ordre. Il y a toutes ces victoires quotidiennes des policiers dont on parle jamais, parce qu'on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, et ça fait leur fierté. Il y a une autre fragilité par rapport à cette rémunération trop faible et à cette considération trop faible des policiers. C'est pas seulement de perdre des vocations, des gens qui diraient moi je fais plus ce métier, ça rapporte rien. C'est la sensibilité à la corruption. C'est quand vous êtes avec des mallettes entières de billets parce que vous faites du trafic de drogue, c'est tellement facile d'aller voir les policiers et de leur dire écoutez, fermez les yeux, venez avec nous. Voilà. Et ça, il faut que la République soit généreuse, ferme, et qu'elle explique aux policiers que être du côté du bien, ça n'a pas de prix. Et pour que les policiers soient sûrs qu'ils soient du côté du bien, faut punir ceux qui sont du côté du mal et pas les retrouver en liberté ou piloter leur trafic depuis leur cellule. Exactement, c'est ce que les policiers disent sans arrêt. Mais on peut revenir à ce que disait Christophe très justement quand Nicolas Dose était là tout à l'heure. On a une nécessité de faire des économies dans notre pays, mais pas sur les fonctionnaires de terrain. C'est de cela dont on a besoin. C'est exactement ce que disait Christophe. Allez, c'est maintenant l'heure de « Il y a de l'espoir », parce qu'il y en a quand même encore un peu de l'espoir. Alors les amis, c'est peut-être la bonne nouvelle de la semaine. Vous allez nous dire ça, Emmanuel. Le Nutri-Score va devenir obligatoire sur tous les produits alimentaires, sauf sur les produits de terroir labellisés. Bonne ou mauvaise idée? Qu'en pensez-vous? On a posé la question en région lyonnaise. Nathan Vacher et Louis Léger. Vous avez l'habitude de le voir. C'est les lettres qu'on trouve sur les paquets. Le Nutri-Score, qui définit la valeur nutritionnelle d'un produit de A à E, devra être indiqué sur chaque emballage, sous peine d'une taxe pour l'industriel qui ne respecte pas la règle. Ici, les clients sont favorables à cette mesure. C'est bien, oui, en termes de qualité, oui, c'est bien. Je pense que ça doit être obligatoire. Ça doit être obligatoire pour tout. Tout le monde devrait avoir le Nutri-Score, ça serait bien. Mais certains produits y échappent, ceux qui sont labellisés, comme ce fromage d'appellation d'origine protégée, par exemple. Certaines associations le regrettent. La tradition n'est pas un argument de santé publique. Il ne faut pas confondre la notation nutritionnelle d'un produit, qui est l'objectif du Nutri-Score, et si un produit est un gage de qualité et, par exemple, de terroir, de rémunération pour les agricultrices ou agriculteurs. Cette mesure entrera en vigueur à la condition que l'ensemble du budget de la sécurité sociale soit adopté. Emmanuel, vous avez ronchonné là pendant le sujet. Oui, j'ai ronchonné parce que les produits de terroir, dire que... Alors, je vais reprendre depuis le début. Le Nutri-Score, c'est un outil assez utile pour savoir comment est composé un produit. Il faut comprendre que c'est un outil qui fonctionne plutôt bien pour les produits
transformer. Parce que quand est-ce qu'on a les moyens de faire évoluer les recettes pour avoir une meilleure lettre, ce qui est quand même le but, c'est quand on a des recettes qui sont transformables par définition. Donc on peut enlever du gras, on peut enlever du sucre, on peut enlever du sel. Par définition, un produit de terroir, prenons par exemple le Roquefort, c'est une recette qui ne peut pas évoluer. En aucune sorte. Le Roquefort, c'est gras et c'est salé parce que il y a 3 ingrédients dans le Roquefort et on peut rien faire. Donc en fait, c'est pas très juste dans la philosophie de dire qu'un produit qui est très peu, qui a très peu d'ingrédients et qui est très peu transformé soit pénalisé par une lettre. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, l'huile d'olive. J'ai pas l'air, mais l'huile d'olive, par exemple, par définition, c'est que du gras, donc c'est mais c'est un produit qui est nutritionnellement très intéressant. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut absolument pas faire dire au Nutri-Score ce qu'il ne dit pas. Le Nutri-Score, ça n'est pas une valeur absolue de l'alimentation. Ça se comprend dans une classe de produits. Ça doit permettre de comparer des produits dans le même type de produits. Pas vous dire qu'il faut manger absolument aucune huile d'olive parce qu'elle serait notée E, par exemple. Oui, surtout c'est le régime crétois. L'huile d'olive, c'est la base du régime crétois. Ouais. Donc en fait, il faut absolument pas lui faire dire ce qu'il faut pas dire, et il faut surtout expliquer comment il est construit. Ce sont des ratios en fait qui fonctionnent à l'intérieur d'un produit dans sa composition. Donc il faut le développer, bien sûr, mais il faut expliquer aux consommateurs ce que ça dit et surtout ce que ça ne dit pas. Merci beaucoup, c'était éclairant. Christophe, vous avez un truc à rajouter, non ? Oui, c'est passé là parce qu'on a voulu éviter le cavalier législatif, parce que ça n'a rien à faire dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, une histoire d'étiquette. Alors on a dit, non, c'est pas une étiquette, c'est une taxe. Si vous ne mettez pas le Nutri-Score, vous aurez 5% de taxe sur votre chiffre d'affaires. Voilà la ruse des parlementaires. Ça aura du mal à aller jusqu'au bout quand même. L'Europe est ambiguë là-dessus. Est-ce qu'on est passé dans ce pays dans un pays où tout se termine par des banquets, à un pays où tout se termine par une taxe. Voilà. Allez, merci les amis. On se retrouve demain à 9h pour En toute liberté. Dans un instant, carte sur table avec Boucan.